bien, salut à tous et à toutes, nous nous retrouvons pour une nouvelle vidéo et une nouvelle histoire. Si vous entendez un petit bruit de fond, c'est tout à fait normal, c'est la clim. Vu que j'ai pas envie de suer, que nous sommes pas en train de disputer un match de Champions League, vous ne m'en voudrez point. Ceci était un bisou. Demande un bisou en arabe. Ça veut dire bisou. Allah. Vous avez quelque chose contre... Non, après voilà, je demande juste comme ça, c'est au cas où, parce que voilà, on est en 2023 quand même déjà. Commençons sans plus tarder, voici comment l'une des plus grandes théories du complot de notre ère s'est avérée factuellement vraie. Voici l'histoire du plus grand mensonge de l'histoire moderne. Et nous commençons sans plus tarder par le discours de Colin Powell à l'ONU. Non pas pour abaisser la criminalité dans son propre pays, mais pour justifier l'invasion massive en Irak par les États-Unis. Et qui par la suite entraînera la mort non pas de dizaines, non pas de centaines, mais de centaines de milliers de civils. My colleagues, every statement I make today is backed up by sources, solid sources. These are not assertions. Mais avant ça, revenons quelque temps avant le fameux discours. Pour justifier son invasion de l'Irak, les États-Unis avanceront 3 raisons qui s'avéreront toutes fausses. Et la première raison exposée par les États-Unis, c'était de démanteler toutes les armes de destruction massive que l'Irak posséderait. En vérité, l'Irak n'en possédait plus depuis 1991 et elle ne prévoyait pas du tout d'en produire. La seconde raison pour justifier l'invasion en Irak était de lutter contre le terrorisme, parce que l'Irak est présenté comme responsable pour plusieurs attentats, comme par exemple contre le navire militaire USS Cole, contre plusieurs ambassades des US en Afrique ou même dans le 11 septembre. Accusation démontrée non fondée depuis par le Sénat américain lui-même. Et la troisième raison, donc la dernière, qui pouvait justifier aux yeux des Nations Unies cette invasion en Irak, c'était de rétablir la démocratie. Sauf que bien évidemment, la véracité de cette raison a été contredite par des journalistes et des analystes, en fait la majorité. Et dans le fond, même si c'était réel, cette raison ne tenait pas puisque l'invasion était illégale, c'est-à-dire qu'elle a été faite sans l'accord des Nations Unies. Ce qui a provoqué, on le verra, tout l'inverse du but visé. Tout commence avec ce moment historique, le 5 février 2003, Colin Powell à l'ONU devant le monde entier présente des prétendues preuves que l'Irak posséderait des armes de destruction massive avec une fiole d'anthrax dans la main. Anthrax, je crois que c'est une maladie. Il a présenté ça, genre regardez, ils vont utiliser ça contre nous, on va tous mourir Covid-19. C'était un peu ça le message qu'il voulait faire passer. Mais alors, quelles étaient les vraies raisons de l'invasion de l'Irak? Des raisons plus économiques que de bonne foi. Vous vous en doutez bien, c'est pour cela que j'ai fait ma petite enquête. C'est incroyable ce qui se passe. Eh bien, figurez-vous que certains avancent qu'il y a des liens entre des membres du gouvernement et des entreprises d'exploitation pétrolière comme le groupe Carlyle, Enron ou Halliburton. Et là, vous vous demandez sûrement, mais quel est le rapport entre ces groupes pétroliers et les membres du gouvernement? Eh bien, ces mêmes entreprises, qui était le fameux président? Devinez? C'était Dick Cheney. Je ne sais pas si je le dis bien, mais ça s'écrit comme ça, voilà, vous pouvez le voir juste en dessous. Et lui était vice-président des États-Unis à cette époque. Il y a moyen de se mettre pas mal de fric dans la poche, si vous voyez ce que je veux dire à ce moment-là. Et quand on creuse un peu plus, on se rend compte aussi qu'il y a des liens entre des membres du gouvernement et des entreprises de l'armée, dont Halliburton. Et quand on creuse encore plus, beaucoup plus profond, on se rend compte que l'Irak ne voulait plus commercialiser son pétrole en dollars, mais en euros. Et vous vous en doutez bien, ce sont des raisons moins, voire pas du tout acceptables ni justifiées aux yeux de la communauté internationale. Comment vous pouvez justifier que vous voulez envahir un pays parce qu'ils ne veulent plus commercialiser leur pétrole en dollars mais en euros et que du coup ça va vous faire un trou gigantesque dans l'économie de votre pays? Il faut bien inventer des mensonges, et ces mensonges, on y vient. Il est donc l'heure de monter de toutes pièces des raisons acceptables pour justifier l'invasion et de lancer une des plus grandes campagnes de désinformation jamais menées par un État démocratique. Nous sommes en 2002, un an avant l'invasion des bureaux de la CIA. Dick Cheney, vice-président des États-Unis et ex-patron d'Hallyburton mentionné précédemment, et Paul Wolfowitz, secrétaire adjoint à la défense de l'époque, font bien comprendre aux agents de la CIA ce qu'ils sont censés conclure de leurs recherches sur l'Irak. Saddam a des armes de destruction massive, vous avez bien compris? Et vous savez c'est quoi le pire? C'est que des agents de la CIA, qui le révéleront bien plus tard, savaient déjà à l'époque que toute cette histoire c'était un coup monté. Mais malheureusement pour l'Irak, les fausses preuves sont prêtes, et il ne reste plus qu'à confier la mission de les présenter au monde entier à notre Colin Powell. Et vous voulez savoir c'est quoi le comble du comble? C'est que eux-mêmes ne croyaient pas du tout en ce discours et ils avaient honte d'aller présenter les fausses preuves tellement que c'était ridicule. Du coup, quand Lewis Libby, secrétaire général du vice-président Dick Cheney, remet le discours à Powell,
Ce dernier lance « c'est de la merde, rien ne se tient ». Il a dit mot pour mot « c'est de la merde, rien ne se tient ». Mais malheureusement, la machine est déjà lancée, il est déjà trop tard. Et c'est le 5 février 2003 que le secrétaire d'État Colin Powell se présente devant le Conseil de sécurité des Nations Unies pour enfin dévoiler les preuves des activités illégales du régime irakien. Et là on arrive au paroxysme du mensonge, ils vont présenter énormément de photos. Comme celle-ci par exemple, des camions présentés comme des laboratoires mobiles de recherche biologique, photos satellites d'usines d'armes chimiques, photos de drones, enregistrement d'une conversation entre officiers irakiens évoquant des agents neurotoxiques. Et comme tout à l'heure je vous l'ai dit, un flacon d'anthrax qui contient une maladie infectieuse très grave pour bien accentuer le mensonge. Étant donné que Colin Powell ne croit même pas en ses propres mots, il va en rajouter une couche. Chacune des déclarations que je fais aujourd'hui s'appuie sur des sources solides. Au niveau de la solidité quand même, enfin c'est un mensonge quoi. Maintenant en 2023 on sait que c'est un mensonge donc pas si solide que ça quoi. Mais vous savez qui est-ce qui fout le plus la haine? C'est les médias. The Economist, un média qui en rajoute avec arrogance. S'il y en a qui doutent encore que l'Irak possède des armes de destruction massive, on se demande quelles preuves il faudrait. Genre en mode on vous a tout montré, il vous faut quoi de plus? Alors que les 3 preuves qu'ils ont présentées en fait étaient toutes fausses. Mais le média The Economist a dit il vous faut quoi de plus? Il vous faut quoi de plus de faux? Tout, bah c'est déjà tout faux, donc il faut rien de plus. Dans la foulée, 70% des parlementaires et 77% des sénateurs, dont un certain Joe Biden, voteront oui à l'usage de la force en Irak sur la base de la résolution suivante. Retirer à l'Irak ses armes de destruction massive, mettre fin au soutien de Saddam Hussein au terrorisme et libérer le territoire irakien. Maintenant qu'on a réussi à convaincre le gouvernement pour des raisons, on va dire, économiques qui sont cachées, il va falloir convaincre le peuple. Mais quand il y a des raisons économiques, le peuple ne touche pas du tout d'argent, donc il faut les convaincre d'une autre manière. Mais, je dis bien mais, ils n'ont pas eu besoin d'aller chercher à les convaincre, puisque le 11 septembre 2001, vous savez très bien ce qui s'est passé avec les 2 tours jumelles, et ils vont profiter de cet élan-là, et le peuple va voter oui à 85%. Vous imaginez ? Ils ont dû se dire, bah c'est tous des Arabes, allez, on les met tous dans le même lot. C'est l'Irak, ça c'est Saddam Hussein, hein. Allez, c'est parti, on va tous dedans, on fonce tout droit, tête baissée. Ils apprendront qu'en fait, ça n'avait complètement rien à voir. Et voilà qu'on assiste au succès de la plus grande opération de propagande mensongère d'un État démocratique de l'ère moderne. Et tout ça est donc sans appel. Sauf qu'à l'étranger, c'est un peu différent. On a le Royaume-Uni, l'Espagne ou le Portugal qui valident cette opération. Et d'un autre côté, on a la France, l'Allemagne, la Russie, le Canada et quelques dizaines de millions de manifestants à travers le monde qui sont complètement contre cette invasion. Et figurez-vous qu'à ce moment-là, les États-Unis vont avoir une petite dent contre la France et ils vont pas du tout se cacher pour l'exprimer. Parce qu'on a Dominique de Villepin qui était ministre français des Affaires étrangères et il se prononcera 9 jours plus tard au même endroit que Colin Powell et il aura un discours qui marquera son époque par son côté prémonitoire. C'est un vieux pays, la France, un vieux continent comme le mien, l'Europe, qui vous le dit aujourd'hui, qui a connu les guerres, l'occupation, la barbarie. Un pays qui n'oublie pas et qui sait tout ce qu'il doit aux combattants de la liberté venus d'Amérique et d'ailleurs. Et dites-vous que juste après ce discours, le secrétaire d'État américain Condoleezza Rice demandera de punir la France. Je ne dois pas être contre les Américains ni les États-Unis 50 fois sur une feuille blanche. Non, vraiment, elle a vraiment dit « Je veux que la France soit punie ». Comme si les gens ils allaient dire « Ok, bon, bah tu te mets au coin la France ». Non, tu te mets au coin, tu regardes là-bas, vers la Russie. Tu iras plus vers les États-Unis. Punir quoi? Vous allez envahir un pays, c'est vous qu'il faut punir, pas la France. Et Colin Powell, de son côté, il en rajoute une couche et déclarera que la France aura à souffrir de son refus. Il est pas fou, lui. Et on a aussi l'éditorialiste Thomas Friedman du New York Times ira jusqu'à écrire « Il est temps pour nous, Américains, de nous rendre à l'évidence. La France n'est pas seulement notre alliée gênante. Elle n'est pas seulement notre rival jaloux. La France est en train de devenir notre ennemi. » Vous voulez pas tuer les Arabes avec nous? Vous êtes notre ennemi, hein, c'est... Vous vous basez sur quoi pour aller envahir l'Irak? Ah, on a 3 trucs. Ah, mais ils sont faux, les 3 trucs. Et on le sait, nous. Et en plus, ils voulaient commercialiser leur pétrole en euros. Pourquoi on va les attaquer? On venait de communiquer, on s'en fout. On s'en fout. Malgré toutes les voix qui se lèvent et sans l'accord des Nations Unies, et dans la nuit du 19 au 20 mars 2003, l'opération Liberté pour l'Irak est lancée par les États-Unis. Mais ils ne sont pas seuls derrière eux, il y a qui vont les accompagner pour aller tuer sans raison? L'armée britannique qui vont les suivre, ils ont sûrement dû s'arranger sur des petits contrats pétroliers, mais voilà, on va tranquille.
Apparemment, destruction massive et tout ça, vous connaissez. Et là, c'est le drame. Dites-vous qu'on peut même suivre l'opération en direct de la télévision. Donc il y a des bombardements qui sont diffusés en direct et c'est le début de 8 ans de chaos et de destruction. Les massacres, les attentats, les kidnappings, les meurtres de civils entrent très rapidement dans le quotidien de tous les Irakiens. Et 8 ans plus tard, c'est au moins 300 000 civils irakiens morts dans leur cuisine, à l'école ou sur le chemin du travail à cause d'un mensonge fabriqué de toutes pièces dans des bureaux à plus de 10 000 km de chez eux. Et 20 ans plus tard, voilà le bilan de l'opération des États-Unis. 3,4 millions d'Irakiens sont exilés dans 14 pays différents, 4 millions de déplacés au sein du pays, 1,7 million d'Irakiens vivant sous des tentes, 6 millions d'orphelins, 2 millions de veuves, 25% des Irakiens vivent en dessous du seuil de pauvreté et 6 millions d'illettrés. Oh, 6 millions d'illettrés, je sais pas si vous en rendez compte, et le pire dans tout ça, c'est que dans les années 70, le modèle éducatif irakien, c'était un modèle pour les sociétés moyenno-orientales. Et le comble dans tout ça, vous en doutez bien, c'est que leur prétendu objectif se soldera par un échec par les États-Unis. En gros, leur soi-disant objectif pour aller en Irak pour justifier cette invasion-là, eh ben ils reviendront en disant ah, c'est un échec. Et au-delà des pertes humaines, on a de nombreux musées, de bibliothèques, de biens culturels et de sites archéologiques qui ont été détruits. Et là, tenez-vous bien, comme diraient les anciens, c'est le pompon sur la Garonne. Je sais pas c'est quoi la Garonne, je ne sais pas ce que c'est le pompon, mais c'est le pompon sur la Garonne. L'invasion des États-Unis, elle a installé un chaos. Et ce chaos-là a créé un terrain propice à l'émergence d'Al-Qaïda et de Daesh en tant que groupe macro et très bien installé. Et du coup, l'objectif qu'ils avaient d'éradiquer le terrorisme, on va pas dire que voilà ils l'ont créé ou autre, mais ce chaos a fait que c'était tellement l'anarchie qu'en fait ils ont pu se développer trop normalement ces groupes. En fait, t'as même pas besoin de les convaincre ces gens. Ils sont chez eux, là c'est comme si je vous dis vous êtes chez vous, il y a un pays qui vient, invasion, il bombarde votre pays, toute votre famille elle meurt. Demain, n'importe quelle milice qui va venir pour vous dire « Bah venez, on prend les armes », en soi, t'as même pas besoin d'attendre ou de savoir ou d'être convaincu de pouvoir les rejoindre, parce que dans ta tête, tu veux que ta vengeance en fait. Et du coup, les attentats qui s'en suivraient tueraient des centaines d'Irakiens chaque jour dans des attentats ou des meurtres, et même des milliers de gens à travers le monde jusqu'en France. Et je sais pas si vous en rendez compte comment une décision d'un seul pays, pour une raison qui est vraiment économique de base, en fait, vous pouvez retourner le monde entier. Parce qu'après, vous allez créer des personnes qui n'ont pas besoin d'être convaincus pour rejoindre une certaine cause, ils vont vivre que pour la vengeance, et derrière en fait ça donne des attentats dans tous les sens, et bah en gros vous avez voulu nous faire sauter dans notre pays, on va faire sauter tout le monde dans tous les autres pays, et tout ça pourquoi? Pour de l'argent, et après les gens ils rentrent dans leur pays, comme ça ils sont tranquilles, au chaud, ils ont rien à craindre pendant qu'ils ont bombardé toutes les familles, et que d'autres familles se font bombarder, après ils vont dire ah non, là il y a trop de terrorisme, il faut qu'on y aille et qu'on rebombarde un bon coup. Et le pire dans tout ça, vous savez c'est quoi? C'est que 20 ans plus tard, à l'heure actuelle, personne aux États-Unis n'a été condamné ou même inquiété pour le massacre à grande échelle perpétré sur des populations civiles. Et même Bush, le 1er décembre 2008, déclarera « Le plus grand regret de toute cette présidence en Irak consistera dans la défaillance du renseignement en Irak. » Quant à Colin Powell, en 2013 dira « Ce n'était pas un mensonge délibéré de ma part. Je croyais à ce que je disais. Depuis que j'ai découvert qu'un grand nombre d'informations que l'on m'avait fournies étaient inexactes, je ne cesse de me demander qu'aurais-je dû faire pour éviter cela. » Vous imaginez des centaines de milliers de morts pour qu'à la fin Colin Powell se dise « Je suis tourmenté par une seule question, qu'est-ce que j'aurais pu faire pour éviter cela ?» Et moi, je vous demande à vous, qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que Colin Powell aurait pu faire pour éviter ça? Qu'auriez-vous fait à la place de Colin Powell? Est-ce que pour vous, il était au courant? Car pour lui, il y a une question qui le tourmente, c'est « Qu'est-ce que j'aurais pu faire pour éviter ça ?» Il était convaincu que ce qu'il disait, c'était la vérité et qu'il n'a jamais menti intentionnellement. Donc il sait qu'il a menti, mais il n'a pas fait exprès de mentir. Moi personnellement, je pense qu'il est beaucoup trop tôt pour le savoir et qu'il faudra attendre encore quelques années. Et peut-être que certaines personnes remplies de remords et de regrets sortiront de l'ombre et nous diront la vérité.